Donc, bonjour à tout le monde une fois de plus. Nous allons démarrer ce webinaire qui porte sur prendre fonction au poste d'auditeur interne, les 7 clés d'une efficacité rapide. Ce webinaire s'inscrit, n'est-ce pas, dans la dynamique du réseau Audit Connect, qui est un réseau réservé aux professionnels de l'audit, risque et contrôle sur les principales plateformes de médias sociaux, en l'occurrence WhatsApp, Telegram, YouTube, LinkedIn, Facebook et d'autres plateformes de médias qui regroupent, n'est-ce pas, les pratiquants des métiers de contrôle en Afrique, principalement les auditeurs internes, les contrôleurs internes, le personnel des risques et le personnel de la conformité. J'oublie certainement de citer d'autres profils liés, n'est-ce pas, à la maîtrise des risques dans une entreprise. Mais c'est un réseau qui se veut le plus grand réseau des professionnels de ces métiers-là en Afrique. Et en tant qu'initiateur du réseau, avec le centre de formation IPE, nous avons décidé, ou nous nous sommes engagés depuis bientôt 2 ans, à accompagner les professionnels dans la performance, dans l'efficacité au poste, notamment à travers différentes activités, parmi lesquelles les webinaires hebdomadaires. Donc, tous les samedis ou même les vendredis, selon les cas, il y a des webinaires thématiques qui sont organisés. Et aujourd'hui, nous avons, à la demande, n'est-ce pas, des nouveaux membres du réseau qui arrivent à peine dans le domaine de l'audit pour certains, ou pour d'autres qui sont expérimentés dans le domaine de l'audit, mais qui n'y comprennent pas véritablement grand-chose en termes de compétences véritables attendues et même de qualité indispensable pour changer, n'est-ce pas, la perception négative que l'entreprise pourrait avoir, ou bien les clients d'audit pourraient avoir par rapport à la fonction d'audit. Donc, pour dérouler ce webinaire et pour s'assurer que vous avez bien cerné, nous avons pris, n'est-ce pas, l'essentiel du programme, on va le dire ainsi, d'une certification de prise de fonction en tant qu'auditeur interne, qu'on appelle le CSIA, Certified Specialist in Internal Audit. Donc, les compétences, les qualités que nous allons présenter ici sont naturellement des qualités abordées dans cette approfondie, on va le dire ainsi, dans ce programme de certification qui se veut, n'est-ce pas, être la porte d'entrée pour les nouveaux auditeurs, parce qu'on considère à juste titre que c'est la certification de prise de poste pour les auditeurs internes. Donc, nous allons, sans plus attendre, continuer. Je continue notamment en me présentant pour ceux qui assistent à ces webinaires pour la première fois. Mon nom est là, Eric Kameniev-Fom. Je suis consultant senior en audit, gouvernance, risque et contrôle et beaucoup plus connu comme quelqu'un qui aime les certifications, et j'en ai beaucoup, parmi lesquelles la certification en audit interne de CIA, qui est vraiment la plus dense, la plus complète et même la plus reconnue au niveau mondial dans le domaine de l'audit interne. Elle se fait en 3 parties pour ceux qui souhaitent s'y intéresser.
Il y a le CCA dont je parlais, spécialiste certifié en audit interne, qui est considéré comme la certification de prise de poste pour les auditeurs. Parce que le CCA est conçu pour doter rapidement les auditeurs des compétences de base dont ils ont besoin, n'est-ce pas, pour réaliser efficacement leur première mission d'audit et, bien entendu, gagner progressivement en autonomie. On va en parler tout à l'heure. Donc, il y a le CEMIA, qui est une certification au-dessus du CCA et qui vous prépare à être des managers efficaces ou bien à transformer la fonction d'audit d'une simple fonction de contrôle à une fonction stratégique pour l'entreprise. Donc, manager certifié en audit interne. Donc, voilà pour ce qui est de l'audit interne pur. Pour ce qui est du contrôle interne, j'ai également fait le CICS, spécialiste certifié en contrôle interne, le CICA, évaluateur certifié du contrôle interne. Et je ne l'ai pas mis là, le CICRP, professionnel certifié en contrôle interne et risque. Dans le domaine de la gestion des risques, justement, j'ai fait le CRMA de l'Institut des auditeurs internes qui prépare, n'est-ce pas, ou qui vous donne des compétences, n'est-ce pas, pour évaluer les risques dans une entreprise. J'ai également fait le CRMS, spécialiste certifié dans la gestion des risques. Donc voilà pour les risques. Dans la conformité, récemment, j'ai fait le CCM, manager certifié dans la conformité, et aussi le CCS, spécialiste certifié en conformité. Donc, les problématiques qui intéressent le plus les auditeurs, comme vous le savez certainement, c'est la gouvernance, c'est le risque, c'est le contrôle. Donc, j'ai fait le CGAP, professionnel certifié en gouvernance. Non, le CGAP, c'est professionnel certifié en audit des services publics. C'est toujours l'IIA qui l'offre, ou qui l'offrait, parce que c'est une certif. Je pense que vous ne pouvez plus décrocher. Le nombre de certifiés a été limité. Donc, il y a le GRCA, c'est de ça dont je parlais, et le GRCP, professionnel dans la gouvernance, le risque et le contrôle, et auditeur dans la gouvernance, le risque et le contrôle. Et pour renforcer la maîtrise des problématiques de gouvernance, j'ai fait également le CCGE, expert certifié en gouvernance d'entreprise. Donc, il y a également une certif que je viens d'achever pour comprendre le rôle, n'est-ce pas, du conseil d'administration et de ses comités, parmi lesquels le comité d'audit, c'est le Certified Board Member, donc membre du conseil d'administration certifié, parce que par ailleurs, je suis membre d'un certain nombre de conseils d'administration. Donc, voilà pour ce qui est des certifications. Et je vous invite, si vous souhaitez véritablement avoir de l'ascendant sur le métier d'audit, ou bien marquer de votre empreinte, n'est-ce pas, votre passage dans ce métier que je considère comme sensible et indispensable. Je vous conseille de vous lancer dans les certifications en commençant par le CCA pour ceux qui ont le profil d'auditeur ou la prise de poste. Mais ceux qui sont déjà quand même outillés, avancés dans le métier d'audit peuvent aller directement au CIE ou d'autres certifications. Bref, si vous avez des questions concernant les certifs ou si vous souhaitez en savoir plus, les numéros du service client se trouvent juste en bas de cet écran. Donc, je suis président de l'Institut du contrôle interne du Cameroun, qui est la représentation locale de l'Institut du contrôle interne. Président de l'AICRP également, qui est le réseau des professionnels de l'audit, contrôle interne, risque et conformité au niveau africain, en Afrique francophone. Donc, vice-président du conseil d'administration de SIACA,
au niveau du Cameroun, l'Association camerounaise des auditeurs et contrôleurs internes. Et naturellement, directeur général de IPE, formation dont je parlais, et également directeur de mission chez Global Elite Conseil, que je n'ai pas mis là. Donc, voilà brièvement pour l'intervenant. Donc, tout à l'heure, je parlais du programme de certification qui est la base même de cette thématique. On s'est rendu compte que beaucoup de personnes abordent le métier d'audit sans maîtriser véritablement ses tenants, ses aboutissants et sans comprendre les rôles et responsabilités qui sont attendus d'eux, n'est-ce pas, pour être efficaces au poste. Ce problème a des conséquences qui sont parfois fâcheuses parce que vous avez des auditeurs qu'on nomme comme auditeurs ou bien qui viennent d'arriver dans le métier de l'audit ou bien d'être recrutés, mais qui sont complètement perdus ou bien qui face, n'est-ce pas, la haine, entre guillemets, ou la perception négative des clients, des opérationnels par rapport à ce que c'est que l'audit, sont frustrés et parfois abandonnés à eux-mêmes, ou les entreprises qui ne pensent pas à envoyer les gars en formation. Donc, le CCA, c'est une certification, on va dire, de niveau d'entrée, de niveau tactique, qui est conçu aussi bien pour les personnes qui commencent leur carrière dans le domaine de l'audit interne que pour les professionnels expérimentés qui souhaitent améliorer rapidement leurs connaissances et compétences de base dans ce domaine. Donc, à travers ce programme, vous aurez des fondements solides et une compréhension complète de tout ce qu'il y a comme principe de base de l'audit interne, de tout ce qu'il y a comme méthodologie de conduite des missions d'audit interne, de tout ce qu'il y a comme pratique à mettre en œuvre au sein de l'entreprise pour que l'audit interne soit bien perçu, surtout comme étant professionnel, de tout ce qu'il y a comme outils et techniques pour la réalisation des missions d'audit interne. Donc, le programme également aborde l'audit interne et son rôle dans la gouvernance par les risques, c'est l'un des chapitres du programme, l'audit interne et l'efficacité du contrôle interne, etc., etc. Donc, voilà à peu près le statut de ce programme. Donc, les candidats qui obtiennent cette certification d'entrée vont démontrer une compréhension approfondie de ce que je viens de citer là, processus d'audit interne, principe d'audit interne, gouvernance, risque et contrôle comme étant véritablement ce sur quoi les auditeurs internes doivent porter leur attention au sein de l'entreprise. Et bien entendu, on a des certifiés qui sont inscrits à ce webinaire. Ils pourront peut-être en dire un mot dans le chat s'ils le veulent bien, mais c'est un atout précieux pour ceux qui souhaitent commencer une carrière réussie dans le domaine de l'audit. Mais aussi les entreprises qui veulent recruter des auditeurs internes avec une assurance rapide, qui sont compétents et bien formés. Vous savez, il y a d'autres programmes de certification, comme je l'ai dit, comme le CIA et d'autres, qui sont davantage imposants, fastidieuses, complexes et qui paraissent parfois effrayants pour beaucoup d'auditeurs internes. Et le CCA représente également le point de départ pour ceux qui ambitionnent avec le temps de se lancer dans des certifications, comme je l'ai dit, imposantes, fastidieuses, complexes, notamment le CIA ou d'autres certifications. Donc, vous avez ce programme qui vient répondre véritablement à ce besoin et à cette lacune qu'ont la plupart des auditeurs internes. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a absolument des compétences à acquérir
avant de réaliser sa toute première mission d'audit interne. Sinon, vous allez vous ridiculiser. Et le CCA apporte donc cette réponse-là, parce que c'est un seul examen. Vous avez 100 questions à choix multiples et vous allez répondre dans un délai de 2 heures, je crois, et questions à choix multiples. Et le résultat est immédiat. Donc, vous pouvez rapidement préparer le CCA en 1 mois maximum pour ceux qui y vont en cours du soir ou bien en cours du jour. En 5 jours, vous avez étudié et préparé le CCA. Donc, voilà. Donc, ici, nous allons parcourir ensemble ces compétences minimales attendues de l'auditeur interne. Et sachez que ces compétences sont ou bien constituent la fondation sur laquelle les auditeurs peuvent s'appuyer pour rapidement gagner en autonomie dans la fonction d'audit. Pour ceux qui ne sont pas encore autonomes, bon, pour ceux qui ont déjà fait d'autres formations portant sur les problématiques que j'ai indiquées, vous pouvez aspirer à faire le CMIA, Manager certifié en audit interne, ou bien à faire le CIA, certification en audit interne, qui est vraiment reconnu à l'échelle mondiale. Donc voilà pour l'introduction à ce webinaire. Donc les 7 qualités attendues d'un auditeur interne pour la prise de poste, je l'ai résumé en 5 compétences minimales. On va dire les compétences minimales attendues de l'auditeur interne qui sont abordées dans le CCA naturellement. Vous devez maîtriser ou bien être compétent dans les principes d'audit. Je l'ai dit, c'est le tout premier chapitre du CCA. Dans les principes de l'audit, ce sont des valeurs fondamentales qui guident le comportement des auditeurs dans l'exercice de leurs fonctions. Vous devez les maîtriser. Que vous soyez nouvel auditeur ou bien auditeur même expérimenté qui n'a pas cette maîtrise des principes, vous risquez d'être complètement perdu dans le métier d'audit et ne pas vous comprendre vous-même ni comprendre ceux qui sont les bénéficiaires des prestations d'audit. Et parmi ces principes, on a l'indépendance. Okay? L'indépendance qui veut dire que l'auditeur doit être libre de tout conflit d'intérêts. Vous devez comprendre les enjeux de l'indépendance, n'est-ce pas, pour la fonction d'audit. L'auditeur doit être libre, protégé, n'est-ce pas, de tout ce qui a comme influence négative et qui peuvent compromettre son jugement, okay? Que ce soit dans l'exécution des missions d'audit interne ou en dehors de la conduite d'une mission d'audit interne. Donc, sachez que l'indépendance, c'est un principe cardinal dans le domaine de l'audit interne qu'on assimile généralement au niveau de rattachement. C'est-à-dire que l'un des critères d'indépendance, c'est à qui est-ce que l'audit interne est rattaché au sommet de l'organisation. Donc, pour garantir l'indépendance de l'audit, il faut que l'auditeur comprenne qu'il ne doit pas avoir, par exemple, de liens familiaux, financiers ou personnels avec les responsables des fonctions qu'il audite. L'indépendance et l'objectivité sont souvent considérées comme des qualités ou des compétences, je vais dire, assimilables, parce que l'indépendance favorise l'objectivité et vice-versa. L'autre compétence ou bien principe clé, c'est justement l'objectivité, qui est l'impartialité, c'est-à-dire le recul que l'auditeur doit avoir, le regard neutre que l'auditeur doit poser sur les opérations qu'il audite, sur les activités qu'il mène, sans être parti pris. Ça veut dire que vous ne pouvez pas auditer, par exemple, des activités dans lesquelles vous avez un intérêt quelconque. Que ce soit parce que vous avez été, n'est-ce pas, l'un des acteurs de la mise en place de cette opération ou autre. On va prendre un exemple simple. Imaginez que vous êtes en train de mener
un audit et que vous avez, par exemple, des préjugés négatifs envers certains responsables de département ou envers le client. Donc, ces préjugés négatifs-là, qui peuvent être fondés ou non, quoi qu'il en soit, puisqu'on dit que l'auditeur doit avoir le recul qu'il faut, fondé ou non, aura une incidence sur la qualité même des tests que vous allez faire. Okay? Vous aurez des tests orientés. Imaginez un auditeur qui a des liens familiaux avec le client qui l'audite. On va parler de conflit d'intérêts parce que, effectivement, il y a l'intérêt de la mission d'un côté et l'intérêt familial à protéger de l'autre. Donc, avant d'entrer dans ce métier, il faut comprendre que l'auditeur doit être libre, d'abord, de mener ses missions d'audit, et ensuite, il doit être impartial. Il doit être impartial, neutre, et avoir un regard reculé et parfois neuf posé sur les activités auditées. L'autre principe clé, c'est l'intégrité. L'intégrité, c'est-à-dire l'auditeur, c'est quelqu'un d'honnête. Sinon, l'audit n'aurait aucune raison d'être. L'honnêteté est une qualité indispensable à l'exercice de la fonction d'audit parce que c'est la base même de la confiance que l'entreprise lui accorde. Donc, l'audit doit être mené de manière transparente, de manière honnête, aussi bien dans les phases de planification et exécution que dans les différentes communications que l'auditeur doit faire avec les différentes parties prenantes. Okay? Et le manque d'intégrité, c'est par exemple un auditeur malhonnête qui falsifie des preuves pour soutenir des conclusions qui protègent par exemple un membre de sa famille. Ça, c'est un exemple. Parce qu'il veut protéger le responsable audité qui est un ami proche ou bien qui est un cousin ou autre relation. Ou bien parce qu'il veut protéger un fournisseur, un prestataire avec qui il entretient des relations particulières. Donc, il y a l'intégrité, il y a la compétence parce que chaque auditeur doit mener son travail en ayant les compétences qu'il faut. Et c'est pour ça que je vous ai parlé de la certification CCA parce que avant de conduire les toutes premières missions, dès votre arrivée dans la fonction d'audit, il vous faut vous rassurer que vous avez les compétences de base exigées dans le domaine de l'audit interne. Okay? Et on vous demande également de vous former en continu parce que ce n'est que le point de départ. Par la suite, il faut encore aller plus loin en acquérant des compétences encore plus spécifiques. Donc, il y a la compétence, il y a la confidentialité, il y a tellement de principes qui sont abordés dans le programme. La confidentialité, c'est juste pour dire que voilà, les informations, généralement l'auditeur a accès à beaucoup d'informations au sein de l'entreprise, pour ne pas dire à toutes les informations, y compris parfois des informations sensibles sur l'entreprise. Alors, est-ce que vous êtes habilité à les divulguer à qui vous voulez sans avoir, n'est-ce pas, la validation requise? Non. Sachez que l'auditeur ne doit pas partager les informations sensibles qu'il obtient pendant les missions d'audit avec même un collègue qui n'est pas de l'audit ou bien, pire encore, une partie externe. Sinon, vous serez en train de violer, n'est-ce pas, la confidentialité des données de l'entreprise. Parce que ces données-là sont la propriété de l'entreprise et non la propriété de l'auditeur qui y a accès. Et l'auditeur doit être professionnel. C'est pour ça que le chapitre, je vais dire à partir du chapitre 4 du programme CCA, on vous présente, on vous déroule de manière pratique avec des exemples comment est-ce qu'on conduit une mission d'audit interne de bout en bout, les différentes étapes à respecter. Okay? Donc, être professionnel, c'est avoir une rectitude morale, avoir une attitude irréprochable, entre guillemets, éthique, parce que l'auditeur est également le modèle qu'on veut voir incarné au sein de l'entreprise. Donc, il faut être professionnel et savoir que le comportement inapproprié d'un auditeur a une incidence plus grave
que les autres employés de l'entreprise parce que lui, il est censé être le modèle. Donc, l'autre compétence importante que vous devez posséder pour être excellent en audit interne, c'est la gestion des risques. En fait, avoir une compétence dans les processus de gestion des risques. Donc, la maîtrise de ces process ou bien la compréhension de l'importance des risques pour l'efficacité de l'audit interne, c'est véritablement une compétence indispensable pour la prise de poste efficace en tant qu'auditeur interne. Et cette compétence-là va vous permettre de mener des audits pertinents, ciblés, de haute qualité, en mettant l'accent sur des aspects critiques ou bien les aspects les plus critiques pour l'organisation, en mettant l'accent sur ce qui compte véritablement pour l'entreprise. On est déjà très familier avec des auditeurs qui ont le sentiment qu'ils ne servent à rien. Ils font des missions, ils font des audits au cours desquels non seulement l'opérationnel lui-même a l'impression que vous venez seulement le déranger, ou bien a l'impression que vous venez l'empêcher de travailler, ou vous venez, pour qu'il perde son travail, vous venez le critiquer, mais également le management, la direction, il y a le sentiment que les auditeurs, au lieu d'apporter, n'est-ce pas, la valeur ajoutée qu'ils attendent, contribuent plutôt à créer une atmosphère qui n'est pas très appropriée pour la performance au sein de l'entreprise. Donc, le fait d'orienter la mission d'audit vers les risques permet effectivement de se rassurer que l'audit met le doigt sur ce qui compte véritablement pour l'entreprise. Donc, c'est une compétence qu'il faut développer. Et vous comprenez pourquoi j'ai autant de certifications. C'est justement pour maîtriser le mieux possible, n'est-ce pas, ces différents domaines. L'autre compétence importante, c'est le contrôle interne. On ne peut pas parler de maîtrise des risques sans parler de contrôle interne parce que le processus, voilà par exemple un processus qui est déroulé, les différentes étapes dans la gestion des risques de l'entreprise incluent, bien entendu, la prise des mesures pour maîtriser ces risques-là. Okay? Et ces mesures prises peuvent faire référence aux politiques, aux procédures, aux différentes pratiques qui sont mises en place au sein d'une entreprise pour s'assurer que les activités sont sous contrôle, okay, et que les objectifs seront atteints. Donc, cette compétence est cruciale pour l'auditeur interne parce que ça va vous permettre de comprendre non seulement comment l'organisation gère ses risques et protège ses actifs, mais aussi comment est-ce que l'auditeur peut contribuer véritablement à renforcer la sécurité, entre guillemets, au sein de l'organisation. Quand il dit sécurité, ça veut dire renforcer les systèmes qui permettent de se rassurer que les risques soit ne surviennent pas, sont prévenus, ou les risques sont détectés à temps, avant qu'ils ne deviennent peut-être graves, et que ces risques-là sont corrigés, notamment à travers le renforcement des contrôles. Donc, orienter les audits non seulement vers les risques importants, mais également les contrôles clés est indispensable pour identifier, par exemple, les points faibles dans les processus audités. Okay? Parce que si vous maîtrisez le processus de contrôle, vous allez pouvoir identifier les points faibles, les lacunes dans ces contrôles internes-là, et ce qui va vous permettre donc de vous concentrer sur les domaines qui comptent véritablement pour l'entreprise, parce que vous êtes axé sur les risques les plus élevés. Et vos tests d'audit seront conçus, n'est-ce pas, pour tester ces risques-là, pour évaluer ces risques-là et évaluer l'efficacité des contrôles en place ou des mesures prises par l'entreprise pour faire face à ces risques-là. Donc, l'auditeur doit évaluer le dispositif de contrôle interne tel que les normes l'exigent. Et pour auditer ces dispositifs, vous devez comprendre comment est-ce que le contrôle interne est conçu. Moi, je pars du postulat que pour bien auditer quelque chose, vous devez comprendre comment est-ce que ça a été pensé, comment ça a été conçu, implémenté et comment c'est même utilisé. Okay? Donc, auditer
des activités pour lesquelles vous n'avez aucune compréhension de comment ça marche peut créer justement cette distance qu'il y a entre l'audit et les opérationnels qui ont du mal eux-mêmes à comprendre véritablement ce que cherchent les auditeurs internes. Et on va voir dans le programme CCA que l'auditeur doit tester ses contrôles, les contrôles préventifs, les contrôles détectives, les contrôles correctifs et d'autres catégories de contrôles financiers, opérationnels et autres, et formuler des recommandations lorsqu'il y a des faiblesses ou des lacunes. L'autre compétence clé qui constitue une grande partie du programme CCA, c'est la méthodologie de conduite d'une mission d'audit interne. Il est indispensable pour tout auditeur qui commence sa carrière dans le domaine de l'audit interne ou même pour ceux qui sont déjà en fonction de maîtriser comment est-ce qu'une mission d'audit interne doit être conduite. Okay? Comment est-ce qu'on met en œuvre les différentes étapes, n'est-ce pas, pour réussir une mission d'audit. Donc, c'est une compétence indispensable pour une prise de poste efficace en tant qu'auditeur interne. Okay? Vous ne pouvez pas mener des missions d'audit en espérant créer de la valeur ajoutée si cette mission n'est pas structurée, cohérente, rigoureuse et garantit que les bénéficiaires de ces activités d'audit vont comprendre le cheminement mis en œuvre par l'auditeur pour aboutir, n'est-ce pas, aux conclusions qu'il émet. Donc, il y a une certaine structuration de la mission d'audit qui doit être mise en œuvre en commençant par la planification avec l'identification des risques, contrôle clé, la collecte et l'analyse des preuves dans la phase d'exécution et d'autres étapes, la communication des rapports et, comment dire, la communication des rapports, les réunions de clôture et, bien entendu, bon, la réunion de clôture, c'est avant, hein. Maintenant, la communication du rapport final intervient après jusqu'au suivi de la mise en œuvre des actions correctives. Donc, les différentes étapes, c'est une compétence clé que l'auditeur doit, n'est-ce pas, maîtriser avant même de conduire son tout premier audit. Malheureusement, chez nous, il est rare de voir que les auditeurs acquièrent ces compétences avant, n'est-ce pas, de s'engager dans les activités d'audit proprement dites. Mais il n'est pas tard pour se rattraper. L'autre compétence clé, c'est les outils et techniques d'audit. La boîte à outils de l'auditeur. Parce que la maîtrise de ces éléments-là sont indispensables pour réaliser les missions d'audit, surtout si on veut que cette mission apporte véritablement un plus à l'entreprise. Donc, c'est une compétence essentielle pour une prise de poste efficace en tant qu'auditeur interne. C'est les outils et techniques-là qui vous permettent donc d'effectuer des analyses approfondies, de collecter des preuves de manière rigoureuse et même de les présenter ou de présenter vos conclusions de manière objective. Et on a pas mal d'outils qui sont abordés également dans le programme CCA. Par exemple, l'analyse documentaire. L'auditeur doit savoir à quel niveau est-ce que, ou bien à quelle étape est-ce qu'il est indispensable de procéder à l'analyse documentaire et dans quel but. En fait, l'analyse documentaire, c'est examiner les documents pertinents liés à la mission d'audit, qui vous permet de comprendre, n'est-ce pas, l'activité auditée, entre autres. Ça peut être les politiques, les procédures, les rapports, les contrats, etc., etc. Donc, vous allez comprendre les processus de l'organisation que vous allez auditer, ou bien même en cours d'audit. Et ça va vous permettre également d'identifier les points clés, les risques, et de comparer les pratiques, n'est-ce pas, avec les normes et les meilleures pratiques, même avant d'aller de descendre sur le terrain pour réaliser la mission proprement dite. Il y a l'analyse documentaire qu'il faut maîtriser. Il y a l'entretien, comment mener un entretien. Okay? On va voir tout à l'heure que l'audit repose sur la capacité de l'auditeur à communiquer. Donc, les entretiens avec le personnel de l'organisation sont essentiels pour collecter des informations, pour obtenir des éclaircies ou des éclaircissements sur
les processus et les pratiques que nous auditons, et même pour comprendre les perspectives et les préoccupations de chaque partie prenante que vous allez intégrer ou bien prendre en compte dans la mission d'audit. Donc, c'est une technique qui est très importante et largement utilisée dans le domaine de l'audit pour, n'est-ce pas, compléter même l'autre outil que nous venons de citer, notamment les analyses documentaires et obtenir des informations de première main. Ça veut dire direct, en face à face, dans la plupart des cas. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie aidant, il y a des entretiens qui sont menés également en ligne, à distance. Donc, il y a l'analyse documentaire, les entretiens, il y a des tests de conformité, qui permettent de vérifier que les contrôles internes sont effectivement appliqués tels qu'attendus dans les politiques et les procédures. Il y a d'autres tests substantifs, l'analyse des données, l'échantillonnage, la cartographie des process, etc., etc. Donc, l'auditeur, s'il veut avoir une chance, n'est-ce pas, d'exceller dans le domaine de l'audit, dans le métier de l'audit, et ne pas perdre la face devant les personnes ou les entités qu'il est censé servir, doit maîtriser non seulement la méthodologie de l'audit telle qu'on l'a dit, mais maîtriser les différents outils et techniques à utiliser pour collecter, traiter l'information au cours des missions d'audit. Donc, voilà quelques compétences clés, 5 compétences clés qui résument les 7 qualités attendues. Les 7, le titre du séminaire parle de quoi encore là? Les 7 clés d'une efficacité rapide. Donc, j'ai préféré le présenter en termes de compétences pour qu'un lien direct puisse être établi avec le programme CCA dont je parlais. Donc, ces compétences acquises, comme on l'a dit tout à l'heure, l'auditeur est censé être ou bien incarner le modèle qu'on veut voir dans l'entreprise. Okay? Vous devez être la lumière ou bien la bougie qu'on retrouve même dans le noir. C'est-à-dire qu'au sein de l'entreprise, les pratiques sont vraiment non éthiques. La corruption est rampante, les réseaux font rage, mais l'auditeur doit être cette lumière qui brille, n'est-ce pas, au coin de la salle. Okay? Et progressivement, ces lumières brillent et contaminent, n'est-ce pas, d'autres auditeurs ou bien d'autres opérationnels, même individuellement. Progressivement, la salle pourra briller. Donc, il y a des qualités qu'un bon auditeur doit avoir. Donc, si vous êtes quelqu'un qui a du mal à respecter des principes éthiques, notamment les principes qu'on a vus, il vaut mieux aller faire autre chose que de vous lancer dans la carrière d'auditeur interne. Et l'un des principes, ou l'une des qualités plutôt, c'est l'attention aux détails. C'est une qualité essentielle pour tout auditeur interne. Moi, j'ai vu là qu'il y a des jeunes auditeurs qui sont inscrits à ce webinaire. Et il faut comprendre que l'attention aux détails est indispensable pour repérer même les informations pertinentes, les incohérences, les anomalies qui peuvent indiquer des lacunes, des faiblesses dans les contrôles, les risques même pour les entreprises. Donc, si l'auditeur est quelqu'un qui fait les choses de manière hasardeuse, qui prend les choses à la légère, qui prend sa mission d'audit interne à la légère, alors il sera difficile, n'est-ce pas, de créer cette valeur ajoutée que nous voulons. Okay? Donc, c'est une qualité essentielle, cruciale, pour garantir que la mission d'audit sera complète, précise, va aborder, n'est-ce pas, de manière détaillée les éléments qu'il faut. Okay? Prenons un exemple concret. Imaginons que vous êtes auditeur interne et que vous voulez mener un audit, n'est-ce pas, sur les stocks ou bien sur le processus de gestion des stocks dans une entreprise qui fait dans le stockage. Vous allez examiner par exemple les rapports de gestion des stocks, les mouvements d'inventaire. Et c'est votre attention aux détails qui vous permettront
potentiellement de remarquer que certains articles du stock ont des niveaux de rotation anormalement élevés par rapport à d'autres. Pour ceux qui ont déjà audité les stocks, vous savez de quoi il s'agit. Okay? Alors, vous allez vous pencher sur cette anomalie et réaliser certainement, ou peut-être que certains articles sont constamment en rupture de stock, alors que d'autres restent invendus pendant une longue période. Vous allez vous concentrer donc sur les articles en rupture de stock et ceux qui sont en faible rotation. Donc, si vous ne prêtez pas attention à tout ce qu'il y a comme détail, votre audit va passer à côté de l'essentiel. Vous allez analyser, par exemple, les transactions d'achat et de vente pour découvrir qu'il y a peut-être des erreurs de saisie dans le système qui ont conduit à des commandes même insuffisantes pour certains articles pourtant très demandés. Okay? Et ça peut justifier pourquoi est-ce que les articles ne sont pas disponibles en quantité suffisante pour répondre à la demande des clients. Et les conséquences sont là, hein? Des ventes manquées, l'insatisfaction des clients et tout ça. Donc, prêter attention aux détails est une qualité indispensable à tout auditeur interne avant sa prise de poste. Des compétences analytiques, ça également, c'est une qualité cruciale pour un auditeur parce que l'analyse est un élément fondamental de l'audit. C'est à travers l'analyse que ce qu'on a dit tout à l'heure, les écarts, les lacunes peuvent être identifiés. Prenez l'analyse ici comme par exemple le fait de comparer ce qui était attendu avec ce qui est. Okay? C'est l'analyse qui va vous permettre donc non seulement de collecter l'information, de l'interpréter et de pouvoir dégager de cette interprétation-là l'essentiel à retenir pour tirer des conclusions éclairées concernant les risques et les contrôles, les faiblesses de contrôle. Okay? Donc, l'analyse. Aujourd'hui, on a des outils qui facilitent l'analyse, notamment les tableaux Excel et d'autres outils qui nous permettent d'analyser de vastes quantités de données, notamment en les classant peut-être par année, par mois, par type de fournisseur, par catégorie d'articles, etc., etc. Donc, la pensée analytique, être capable de structurer, n'est-ce pas, les données collectées au cours d'un audit pour rendre ces données-là intelligibles afin de dégager donc des incohérences. C'est une qualité indispensable. La compétence en communication. J'ai l'habitude de dire que l'audit repose en grande partie sur la capacité de communication de l'auditeur. Donc, c'est une qualité essentielle pour tout auditeur qui prend fonction. Si vous ne l'avez pas, si vous ne savez pas communiquer, il est indispensable de développer cette compétence-là en vous formant. On peut l'acquérir aussi, okay? Parce que c'est la communication qui vous permettra de transmettre l'information ou bien de collecter même l'information. On a parlé tout à l'heure des entretiens. Parce qu'il y a plusieurs types de communication, hein, tels que c'est indiqué dans l'image là. Communication orale, notamment avec les présentations, avec les entretiens, etc., etc. Communication écrite, avec les rapports à rédiger. Okay? Communication non verbale. Et là, c'est très important, surtout pour les auditeurs qui ont de l'expérience. Bon, pour tous les auditeurs, mais je dis, cette compétence s'acquiert, n'est-ce pas, avec l'expérience, la capacité à interpréter la communication non verbale à travers la pratique. On va vous dire, par exemple, que lors des entretiens, il faut prêter attention non seulement à ce que l'auditeur dit, mais également à ce que son corps ou son langage corporel vous laisse interpréter. Ce n'est pas forcément exact, mais ça peut vous donner des orientations qui vous permettent donc de remettre en cause un certain nombre de choses ou bien de creuser davantage pour confirmer ou infirmer certaines déclarations de l'audité. Et la communication non verbale
c'est pas moi qui le dis, hein, c'est la science qui le dit, représente plus de 80% de ce qui est dit. Ça veut dire que si vous n'êtes pas capable, si vous n'avez pas de compétences en communication non verbale, vous risquez, n'est-ce pas, toujours passer à côté de votre audit en tirant des conclusions ou en faisant des constats qui ne reflètent pas réellement ce qui se passe sur le terrain. Donc, l'audit, c'est la communication. Et qui dit communication dit écoute. Okay? Communiquer, c'est non seulement parler, parce que quand on dit communiquer, beaucoup de personnes pensent seulement à ce que l'auditeur doit dire, mais c'est davantage développer la capacité d'écoute active. D'abord, le terme audit vient de auditare, qui veut dire écouter. Donc, l'auditeur doit savoir écouter, développer sa capacité à écouter. Malheureusement, les jeunes auditeurs, une fois sur le terrain, n'écoutent pas véritablement. Ou bien ils vous entendent, mais ils ne vous écoutent pas. Parce que l'écoute, c'est une procédure scientifique qui vous permet même de faire des comparaisons dans votre tête au fur et à mesure que vous écoutez. C'est-à-dire comparer ce qui est dit avec ce qui devrait se faire, ce que la procédure prévoit, et immédiatement être capable de dégager des incohérences. Okay? Mais sans juger pendant que vous écoutez. Parce que l'objectif de l'écoute active, c'est de pousser l'autre à s'exprimer. Donc, c'est une compétence qu'il faut absolument développer. Les jeunes auditeurs, généralement, vous écoutent en préparant leurs prochaines questions. Ça veut dire qu'au fond, ils ne vous écoutent pas. Okay? Donc, la communication. Communication avant, communication pendant et même après l'audit. Okay? On a vu tout à l'heure. Une fois sur le terrain, on commence par une réunion d'ouverture, par exemple. Il faut communiquer. Tout au long de l'audit, on communique avec le client sur les constats faits, sur les incompréhensions. À la fin de l'audit, on communique avec une réunion de sortie et on communique avec des rapports, on communique avec des papiers de travail qui doivent être remplis, etc., etc. Et on communique également avec le plan d'action qui est mis en œuvre pour corriger les problèmes et le suivi que l'auditeur doit faire. Donc, la communication est essentielle. L'intégrité, on en a déjà parlé. On a dit l'intégrité, c'était une compétence. Non, c'est l'un des principes clés, n'est-ce pas, que l'auditeur doit maîtriser, mais c'est également une qualité attendue de l'auditeur. Je reviens là-dessus parce que il n'y a pas d'audit sans honnêteté des auditeurs. N'oubliez pas que l'audit s'inscrit dans la volonté d'une entreprise de faire son autocritique, okay? De faire son autocritique et d'avoir un rapport par rapport à ce qui se passe sur le terrain, un rapport distinct, on va le dire ainsi, ou bien un autre canal de communication distinct du canal de communication traditionnel de l'entreprise, le rapport fourni par les opérationnels eux-mêmes. OK? Ça s'inscrit dans cette logique-là. Alors, si à un moment donné, la direction, le conseil ou les opérationnels eux-mêmes ont des doutes par rapport à l'intégrité ou l'honnêteté de l'auditeur, c'est un problème. Et j'ai l'habitude de dire que la confiance est difficile à gagner, mais facile à perdre. Parce qu'une fois que ces acteurs-là, sans qui l'audit n'existe pas, auront perdu confiance en l'auditeur interne, alors vous n'avez plus qu'une chose à faire, hein, c'est démissionner, avant même de vous retrouver en prison, parce que dans certains cas, on a vu des auditeurs embarqués dans des actes malhonnêtes. Vous entrez dans une entreprise, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des pratiques malsaines avec des fausses factures, des paiements en double, avec des achats fictifs. Et l'auditeur se lance également dans ce jeu-là. Okay? Donc finalement, quand les sanctions tombent, on se rend compte que, ou bien, je veux dire, quand les investigations sont menées, on se rend compte que l'auditeur n'est pas dénué de toute responsabilité dans ce qui s'est passé. Donc, l'intégrité est indispensable. J'ai parlé de lumière tout à l'heure pour que vous compreniez. Parce que l'intégrité,
On ne va pas l'expliquer de fond en comble ici. On le fait déjà dans le cadre de certification, comme je vous l'ai dit, mais l'intégrité, pour le percevoir, c'est comme une lumière blanche que vous avez dans une pièce entièrement noire. L'auditeur doit être un modèle de comportement, un modèle de respect des procédures. Et je vais prendre un cas basique avec l'heure d'arrivée au travail. Okay? Si on est dans une entreprise où l'heure d'arrivée au travail, c'est 7 heures, l'auditeur ne doit pas être celui qui arrive à 9 heures en disant bon, je suis auditeur. Et demain, pouvoir peut-être porter un jugement sur l'arrivée tardive des opérationnels dans leur lieu de service. Okay? On va seulement te dire que mais toi-même là, hein, tu arrives chaque jour à 7 heures, à 9 heures. D'accord? Donc, vous perdez complètement la face. Donc, l'auditeur doit être intègre. La gestion du temps. La réussite d'une mission d'audit repose sur la capacité de l'auditeur à bien gérer le temps. Sachez que la mission d'audit, c'est un projet qui est limité dans le temps. Qui dit projet, dit une activité qui est menée avec des ressources limitées, avec du temps limité, avec des finances limitées. Donc, tout est limité. Il n'y a pas d'audit qui ne s'achève jamais. Okay? Et en fonction de ce qu'on cherche, le temps peut être plus court ou plus long. Mais en audit, on ne parle pas de temps long. Parce que le temps long doit être déterminé en fonction de ce qu'on veut faire et de l'ampleur du travail. Okay? Dans le programme CCA, par exemple, on va vous dire dans la phase de planification, comment est-ce qu'on détermine la durée d'une mission d'audit interne? Comment est-ce qu'on détermine le périmètre de la mission d'audit interne? Comment est-ce qu'on détermine même les ressources dont on aura besoin dans la conduite de cette mission d'audit? Et on verra que tout ça est lié au risque. Okay? Même la qualité des auditeurs qui doivent être sélectionnés pour mener cette mission d'audit est fonction des risques à maîtriser. C'est pour ça qu'il y a une analyse préliminaire des risques qui doit être faite. Donc, la bonne gestion du temps, c'est d'abord de définir le temps, pouvoir définir le temps de manière comment dire ça, de manière objective. Parce que la durée d'une mission d'audit interne n'est pas définie au hasard. C'est sur la base d'un certain nombre d'informations qui sont collectées au préalable dans la phase de planification. Et une fois que cette durée-là est définie, si on dit par exemple que, voilà, la mission va faire une semaine, 5 jours, alors comment est-ce qu'on va utiliser ces 5 jours pour collecter et traiter l'information pendant la phase terrain, de telle sorte qu'au 5e jour, notre audit soit fini, okay, ou soit terminé. Tout cela nécessite des capacités de gestion du temps. C'est un plan. C'est un plan avec les rôles et les responsabilités de chacun, avec les tests que chacun doit faire, avec les délais que chacun doit mettre dans la réalisation des tests, avec des délais minimaux, okay, ou minimaux, si vous voulez, et des délais maximaux. Parce qu'on met toujours des petits intervalles avec des marges de manœuvre. Donc, la gestion du temps, c'est de savoir que, par exemple, pour la plupart des audits, la phase de planification est souvent la phase qui consomme le plus de temps. Donc, quel temps vous allez allouer à la planification et pourquoi? Parce que c'est cette phase qui vous permet de définir quel est même l'objectif de la mission, quel est le périmètre, comme je le disais, d'identifier les risques clés liés à cette mission d'audit, au-delà de la cartographie des risques qui peut potentiellement être déjà élaborée, mais identifier les risques au moment où on s'apprête à mener la mission et élaborer le plan de mission qu'on appelle traditionnellement le programme de travail, avec les différents tests à faire. Okay? Donc, la phase de collecte des données, ça va nous prendre combien de temps? On peut établir un calendrier. La phase d'analyse des données, ça va prendre combien de temps? Et pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on consacre plus de temps à tel aspect par rapport à tel autre? La phase de collecte des preuves, vérification des preuves, etc.
Et la phase de rédaction des rapports, de présentation même des résultats de l'audit, ça nous prendra combien de temps? Il faut que l'audit soit réglé. OK? Bien entendu, avec en prévoyant l'adaptabilité, qui est également une qualité essentielle à l'auditeur. Parce que, bon, on aura beau planifier de manière rigoureuse l'audit, mais il y a toujours des circonstances qui peuvent, n'est-ce pas, nécessiter que l'auditeur s'adapte. Donc, l'adaptabilité et la flexibilité sont des qualités importantes pour la réussite de la mission d'audit interne. Parce que l'auditeur doit être prêt à s'ajuster, doit avoir des qualités qui lui permettent de s'ajuster aux changements, aux défis imprévus sur le terrain, aux diverses situations qu'il peut rencontrer tout au long de l'audit. N'oubliez pas qu'on évolue là dans un environnement en constante mutation, surtout avec les nouvelles technologies. Okay? L'auditeur doit être adaptable, flexible. C'est vraiment essentiel pour mener à bien la mission d'audit, pour répondre aux besoins des clients qui peuvent changer en fonction des circonstances et pour avoir des résultats qui apportent véritablement la valeur ajoutée. Prenons un exemple simple. Imaginons que vous êtes en train de mener un audit au niveau des appros, okay? Et que vous découvrez par exemple que l'entreprise a récemment changé de fournisseur pour certains matériaux clés. Ça peut être des matières premières utilisées dans la fabrication des produits. OK, vous n'aviez peut-être pas cette information avant de descendre sur le terrain, mais ce changement qui a été effectué en raison d'un problème peut-être de qualité avec l'ancien fournisseur doit obliger l'auditeur à s'adapter. L'auditeur doit être capable de s'adapter et d'être flexible pour prendre en compte cette nouvelle information et ajuster peut-être son plan d'audit en conséquence. Bien entendu, avec la validation du responsable de l'audit. Il va peut-être élargir son évaluation pour inclure l'examen des performances de ce nouveau fournisseur qui n'était pas prévu et mesurer l'impact du changement sur la qualité des produits fabriqués et du changement de fournisseur. Donc, l'auditeur doit être adaptable. En étant adaptable, il peut également s'ajuster par rapport au délai serré. On a parlé de la gestion du temps tout à l'heure. Les délais serrés qui peuvent être imposés par la direction pour les résultats de l'audit. Okay? Donc, l'entreprise peut être amenée à prendre des décisions rapides concernant ses appros parce qu'il y a eu un événement qui est survenu et on demande à l'auditeur de réduire même les délais de la mission d'audit et l'auditeur doit être capable de s'adapter si les raisons sont fondées ou justifiées. Il y a le scepticisme professionnel qui est également une qualité indispensable. En fait, c'est une qualité qui permet d'adopter une attitude critique et même douteuse, entre guillemets, envers toutes les informations et les preuves collectées lors d'un audit. En termes simples, ne rien prendre pour acquis, okay? Y compris les informations collectées lors des entretiens. Ce que quelqu'un dit, il faut être sceptique. Hein? On ne dit pas de remettre en cause tout et n'importe quoi, mais être sceptique, c'est-à-dire ne pas accepter aveuglement les affirmations ou les documents fournis. Okay? Il faut les remettre en question, il faut vérifier, il faut valider les informations de manière objective. Donc, c'est une qualité essentielle pour s'assurer que voilà, la mission d'audit crée véritablement de la valeur ajoutée. Entre ce que quelqu'un dit ou vous donne et ce qui s'est réellement passé, il peut y avoir un écart. Donc, si vous n'êtes pas sceptique, si vous ne faites pas preuve de scepticisme professionnel, vous risquez d'être facilement manipulé et manipulable au cours des missions d'audit. On a parlé des risques, on revient encore là-dessus, dans les qualités, parce que l'orientation au risque est indispensable à tout auditeur, qu'il soit nouveau ou expérimenté. On a dit qu'il faut se concentrer sur ce qui compte. Il faut se concentrer sur les aspects significatifs pour l'organisation.
C'est pour ça que, on l'a vu dans les compétences, vous devez être capable, n'est-ce pas, d'évaluer comment l'entreprise gère ses risques, d'évaluer les risques. Vous devez être capable de les identifier d'abord, parce que pour les évaluer, il faut au préalable les identifier. Quelles sont les techniques d'identification des risques? Okay? Et quelles sont les techniques d'évaluation des risques? On parle généralement de probabilité et d'impact, mais on peut aller au-delà. Okay? On peut voir la volatilité d'un risque, la vélocité d'un risque. Il y a d'autres critères qui permettent d'évaluer les risques. Tout dépend de la nature de l'activité et de la nature des risques. Donc, il faut comprendre quels sont les risques qui peuvent affecter les opérations que vous auditez, les objectifs de la fonction que vous auditez et même la pérennité de l'entreprise dans son ensemble. Okay? Donc, l'orientation risque rassure, n'est-ce pas, que l'auditeur va se concentrer sur les aspects les plus critiques, okay, pour l'entreprise. Et c'est ça qui intéresse la direction, le conseil et même les opérationnels. Parce que orienter les activités vers les risques veut dire que chaque mission d'audit va t'aider à être plus performant, à être plus efficace. Surtout si tu n'as rien à cacher, si tu ne te reproches pas de malversation et autres. La mission d'audit est là pour t'aider, n'est-ce pas, à être plus performant en maîtrisant les événements qui peuvent potentiellement survenir et t'empêcher de réaliser les objectifs que l'entreprise attend, que le DG attend. J'ai l'habitude de dire que la mission d'audit est là pour t'aider à avoir tes primes en fin d'année, okay? À avoir tes bonus ou des bonus de plus en plus élevés chaque année. Mais on doit travailler ensemble pour que la performance attendue soit au rendez-vous. On doit travailler ensemble pour que tout ce que l'entreprise considère comme important, que tu les prends en compte dans ton fonctionnement quotidien. Et il faut qu'on se comprenne que nous ne sommes pas des ennemis. Nous travaillons vers le même but. Donc, je disais tantôt que le minimum attendu d'un job description, c'est le do your work and check your work. Do your work and check your work. C'est des termes qui sont utilisés dans les programmes de certification en contrôle interne que j'ai cités tout à l'heure. L'autre qualité indispensable, c'est ce qu'on appelle le business acumen, donc le sens des affaires. Le sens des affaires. L'auditeur interne doit comprendre le fonctionnement global de l'entreprise, comment l'entreprise fonctionne, ses objectifs stratégiques, ses enjeux économiques, son secteur d'activité, quels sont les acteurs du secteur, les forces et faiblesses de chaque acteur, et même les processus opérationnels de l'entreprise. Et comme on le dit souvent, chaque mission d'audit interne doit être prise comme l'occasion pour l'auditeur interne de se former davantage sur les processus opérationnels de l'entreprise. Comprendre qu'est-ce que l'entreprise dans laquelle je travaille, qu'est-ce que l'entreprise poursuit comme objectif au niveau stratégique, au niveau opérationnel, en matière de conformité, en matière de financier, en matière de reporting, tel que c'est dit dans le référentiel COSO, quels sont les objectifs poursuivis par l'entreprise. Et comme je l'ai dit, l'auditeur est censé être le conseiller de confiance de la direction du conseil et même des entités opérationnelles. Okay? Donc, pour être ce conseiller de confiance, vous devez comprendre comment le business fonctionne, comment les affaires fonctionnent. On dit le sens des affaires. Et le sens des affaires vous invite également à maîtriser les styles de leadership, les styles de management qui sont mis en œuvre et connaître l'incidence d'un style de management sur la performance de l'entreprise. Je le dis souvent, si vous avez un directeur qui arrive et qui adopte un style autoritaire, autocratique, okay, cela a forcément une incidence sur la motivation même des employés. C'est un style de management qui est implémenté, mais qui a des incidences, y compris sur les risques et sur les contrôles internes. Donc, c'est un aspect des affaires que l'auditeur doit maîtriser. Et tous les autres aspects, comment est-ce que l'autorité est déléguée, comment est-ce que les talents sont gérés, comment les compétences sont gérées, comment est-ce que les postes sont constitués, etc., etc.
La formation continue. Je parle de cela comme une qualité. Pourquoi? Parce que tout le monde n'a pas, c'est non seulement la volonté, mais la capacité de se former en continu. Ça nécessite beaucoup de rigueur et de discipline. Il y a des gens, dès qu'ils finissent l'école, ils finissent avec leur master en poche. Ils considèrent, n'est-ce pas, qu'ils ont fini avec les études. Ils n'ont plus à se former. Donc, s'il parvient à avoir son petit boulot, pour lui, ça va. Okay? Il prie maintenant seulement le Seigneur que, voilà, le DG se réveille de bonne humeur et lui signe des promotions. Mais tout employé, je ne parle même pas de l'audit, qui veut atteindre les plus hauts sommets, n'est-ce pas, doit se former. Vous ne pouvez pas négliger l'amélioration continue, le développement continu de vos compétences et espérer atteindre les sommets. À moins que vous ayez, comme on le dit chez nous, des parapluies et des godasses et des gens haut placés qui vont juste vous porter là et vous déposer. Et même quand on vous dépose, je dis souvent que la chute peut être brutale. Okay? Parce qu'on vous dit que quand plus vous grimpez, quelqu'un a dit l'autre jour que plus vous grimpez sur l'échelle sociale ou l'échelle hiérarchique, et plus brutale est cette ascension, plus brutale également sera la chute. Okay? Et grimper l'échelle sociale requiert la volonté de se développer en continu. Okay? Donc, c'est encore plus important dans le domaine de l'audit parce qu'on dit que le périmètre de l'audit interne est tellement vaste. Ça couvre toutes les fonctions, tous les processus, toutes les activités de l'organisation. Et l'auditeur doit donc comprendre au minimum ces fonctions, pour ne pas dire maîtriser. Parce que ceux qui maîtrisent, c'est les opérationnels eux-mêmes, qui sont les experts métiers. Mais au minimum, l'auditeur doit avoir une compréhension de telle sorte que, voilà, quand quelqu'un parle, que vous ne soyez pas complètement largué ou perdu. Et la formation continue s'applique également dans le domaine de l'audit interne pur, parce que les normes même évoluent. Okay? Vous devez rester à jour avec les évolutions de votre métier, les meilleures pratiques, et les réglementations, les nouvelles réglementations qui sont, les avancées technologiques, vous devez être à jour. Donc, en tant que profession qui subit ces évolutions constantes, l'auditeur requiert d'actualiser, ou bien, je veux dire, l'auditeur a besoin, n'est-ce pas, d'actualiser en permanence ses connaissances, ses compétences pour s'adapter. Là, c'est le b.a.-ba de la formation continue. Okay? Maintenant, pour un auditeur qui a de grandes aspirations, non seulement en termes de maîtrise du métier, en termes d'efficacité dans son travail, mais également en termes d'ascension professionnelle, en termes de carrière, vous ne pouvez pas négliger la formation continue. Et je le dis souvent, on a la chance aujourd'hui qu'on n'avait pas avant, que la technologie est venue faciliter l'accès à la formation continue. Vous pouvez le faire en auto-formation en faisant vos propres recherches. Okay? Mais le moyen le plus efficace pour moi, personnellement, c'est à travers des programmes de certification. C'est pour ça que vous voyez, je ne me contente pas d'accompagner les gens, de former les gens, ou bien de créer une école. Je me forme moi-même. Je fais des certifs, au moins 2 chaque année. Okay? Même si j'en ai plein et qu'à un moment, c'est même redondant, certains aspects sont redondants, je l'ai fait parce que je veux maintenir mon esprit à jour. Mon esprit doit être continuellement en train de travailler. Aujourd'hui, je ne peux pas m'empêcher d'apprendre. Okay? Je ne peux pas m'empêcher d'apprendre. Et vous, en tant qu'auditeur interne, ça l'est encore davantage. Il faut vous former. Identifiez les programmes de certification. Faites un plan. Que cette année, je vais obtenir tel certif. L'année prochaine, je vais obtenir tel autre. Parce que les certifs ont ceci de particulier que un volume de connaissances et de compétences sont regroupés dans un seul programme. Donc, vous n'avez plus à aller faire vos propres recherches. Okay? Et au bout, vous serez testé. On va vous évaluer. Vous allez apprécier. Est-ce que j'ai même compris quelque chose? Est-ce que j'ai acquis quelque chose?
C'est à la différence des livres que vous pouvez acheter en ligne même et lire, vous contenter de lire. À un moment, vous ne pouvez pas démontrer que vous avez véritablement lu. Okay? Je vais dire, vous pouvez le démontrer, je vais dire dans la pratique, en pratique, dans la qualité de votre travail, mais il n'y a pas un élément d'évaluation objectif et complètement détaché qui permet à un tiers d'évaluer l'acquisition de ces compétences. C'est pour ça qu'un programme, au terme duquel vous avez un document qui est établi par une entité indépendante, est toujours valorisant. Et aujourd'hui, vous l'avez remarqué, hein, les entreprises accordent beaucoup d'importance aux certifications. En fait, le terme de certification veut dire qu'une entité tierce, indépendante, a évalué l'acquisition d'une certaine connaissance, a évalué, n'est-ce pas, votre capacité à mettre ces connaissances en pratique à travers des tests et au terme valide que vous avez effectivement acquis ces compétences-là et vous certifie. D'accord? À la différence des diplômes académiques, les certifs peuvent être ciblés, donc portés sur un seul aspect ou bien une série d'aspects. Les programmes, les formations universitaires sont beaucoup plus vastes et complexes. C'est pour ça qu'on le fait en 2, 3 ans, 4 ans, etc., etc. Les certifs, vous pouvez faire une certification en 2 jours, 3 jours. Tout dépend de la certif. Vous pouvez le faire en 2, 3 jours. Pour ceux qui n'ont jamais le temps, je le dis souvent, prenez au moins vos congés annuels. Et pendant ces congés, on a une étudiante actuellement à IPE qui a pris ses congés et qui a décidé de consacrer ses congés à obtenir une certification, par exemple. Ça veut dire qu'au fond, elle n'est pas en congé. Elle est en congé professionnellement, mais elle exploite ses congés, n'est-ce pas, pour acquérir des compétences supplémentaires qui vont lui permettre de se vendre plus cher ou bien d'augmenter sa valeur sur le marché de l'emploi. Donc, ne négligez pas la formation continue et ne soyez pas de ceux qui se réveillent, je vais dire, à la veille de leur retraite, okay? Ou bien au terme de leur carrière avant de commencer à sursauter. Parce que la formation continue va vous préparer également à l'après-carrière. Est-ce que vous voulez devenir un consultant? Est-ce que vous voulez que vos compétences soient sollicitées? L'expérience, vraiment, on peut trouver. Mais qu'est-ce qui vous distingue des autres personnes expérimentées? Est-ce que vous voulez même ouvrir un cabinet ou bien offrir vos services à d'autres cabinets? Okay? Vous prenez votre retraite, vous êtes au village, je ne sais pas où, et vous prenez souvent 1 semaine, 2 semaines pour aller réaliser des missions avec les grands cabinets ou d'autres cabinets qui vous sollicitent. Vous pouvez donner des formations dans les centres de formation comme IPE ou d'autres centres. Donc, il faut penser global. Okay? Je le dis souvent, il ne faut pas voir l'arbre, il faut voir la forêt. Il y a des compétences interpersonnelles. Et là, c'est une compétence, une qualité, on va le dire ici, indispensable pour un auditeur efficace. Si vous n'avez pas de facilité de relations personnelles, vous aurez quand même du mal. Il faut les développer. Vous aurez du mal à vous en sortir dans le domaine de l'audit parce que l'audit est basé sur l'interaction. Avant, pendant et après l'audit, c'est l'interaction avec des collègues. Okay? Donc, l'auditeur doit développer cette qualité d'interagir efficacement avec les parties prenantes. Quand je dis les collègues, c'est les audités, mais il y a également la direction générale, le conseil et même le régulateur pour certains secteurs d'activité. Okay? La compétence interpersonnelle est indispensable et ça peut être développé en développant également la capacité à communiquer. Okay? Il y a des éléments sur lesquels il faut travailler pour améliorer vos compétences interpersonnelles. C'est-à-dire communiquer efficacement, communiquer clairement, savoir établir des relations de confiance. Quand on parle de relations, ce n'est pas l'amitié. Parce qu'il faut faire la différence entre les relations cordiales avec les collaborateurs, avec les collègues,
et l'amitié ou des relations encore plus poussées qui sont susceptibles de nuire à l'audit. Okay? C'est la capacité à collaborer de manière constructive. Et je le dis souvent, l'auditeur doit être capable de réaliser sa mission et de savoir que c'est au cours de cette mission d'audit que je prépare les missions futures. C'est mon comportement pendant cette mission d'audit qui déterminera comment je serai accueilli lors de mon prochain passage. Donc, si vous savez ça, vous allez forcément développer des compétences interpersonnelles. Et ces compétences sont indispensables, notamment pour mener des entretiens. Vous êtes amené à faire des entretiens avec le personnel à tous les niveaux. Donc, si vous n'avez pas cette capacité à établir des relations de confiance avec les employés, de poser des questions, de savoir poser des questions ouvertes, de créer l'environnement qu'il faut, un environnement propice à la collecte même d'informations pertinentes, parce que l'information dont vous avez besoin pour réussir votre audit sera donnée, vous sera donnée, n'est-ce pas, par les opérationnels. Okay? Et si ces opérationnels ne vous font pas confiance, sont frustrés ou se sentent mal à l'aise en votre présence, quel type d'informations pensez-vous qu'ils vont vous donner? Si l'opérationnel a le sentiment que tu ne l'écoutes pas, tu n'as pas la capacité d'écoute active dont je parlais, que tu n'es pas respectueux, pire encore, les auditeurs qui n'ont aucun respect, ils ne savent pas respecter. Et respecter un opérationnel, c'est de respecter même son temps. Okay? Savoir que son temps est précieux pour lui. C'est sur la base de son temps, de la gestion de son temps que lui, il est payé. Alors, vous devez respecter ce temps. Si vous dites, vraiment, l'entretien va commencer à 9 h, arrivez à 8h30 ou 8h45. Et si vous avez un retard, appelez-le et excusez-vous. Okay? Quand vous entrez dans son bureau, est-ce que je peux m'asseoir? Vous permettez que je m'asseye, etc. Donc, il y a des gestes et des règles de courtoisie qu'il faut, n'est-ce pas, observer. C'est également être empathique. Okay? C'est-à-dire savoir compatir à la douleur, par exemple, exprimée par quelqu'un. Okay? On ne peut pas vous dire que vraiment, j'ai un collaborateur là qui est décédé. Et tu dis, vraiment, ce n'est pas pour ça que je suis venu. Hein. Je suis venu là pour que tu me dises que, vraiment, vous comprenez que vous serez en train de détruire vous-même le chemin sur lequel vous êtes amené à passer tout le temps ou régulièrement. Comprenez que l'audit, c'est une interaction. Okay? Et c'est les auditeurs qui mettent à votre disposition les informations. Lesquelles informations vous ne pouvez, je veux dire, les informations sans lesquelles vous ne pouvez pas faire votre travail qui est d'évaluer. Donc, vous avez besoin de créer ce climat de confiance avec ces audités pour qu'ils puissent collaborer volontairement. Parce que le niveau le plus élevé, n'est-ce pas, de compétences interpersonnelles, c'est que les gens en arrivent à collaborer de manière volontaire et délibérée avec l'auditeur, sans crainte que le DG va vous sanctionner, le conseil, etc., que la charte d'audit dit que non, collaborer volontairement. Donc, c'est une échelle de maturité au sommet duquel il y a, n'est-ce pas, cette collaboration volontaire. La planification, donc, la qualité de la fonction d'audit dans son ensemble. Et c'est un élément également qui est largement abordé dans le programme de certification CEMIA pour les managers d'audit interne. Planification basée sur les risques. Là, on parle de plan d'audit annuel ou pluriannuel. Comment est-ce qu'on l'élabore en tenant compte des risques? Mais au niveau de la mission d'audit qui est abordée dans le CCA, comment est-ce qu'on planifie une mission d'audit? La qualité de la mission dépend de la qualité de sa planification. Je l'ai dit tout à l'heure. Donc, c'est une qualité que vous devez développer, la capacité à planifier. D'abord, en commençant par planifier vos journées. Okay? Planifiez vos journées la veille. Qu'est-ce que je vais faire demain? Combien de temps ça me prendra? Quelles sont les tâches prioritaires que je vais faire? On a parlé de la gestion du temps.
planifier vos journées. Si un auditeur n'a pas cette capacité à planifier ses propres journées, comment peut-il planifier une mission d'audit? Okay? Ce sera difficile. Donc, il faut développer la capacité à planifier. C'est très important. À établir un calendrier, à fonctionner sous calendrier. Bien entendu, en faisant preuve d'adaptabilité, de flexibilité, tel qu'on l'a dit. Il y a également, bon, on a parlé de la planification. L'autre qualité, c'est le multitâche. Multitâche. Multitâche, ça peut vous surprendre, mais c'est davantage intéressant ou important pour les auditeurs qui travaillent dans des petites entreprises, les PME, parce que la fonction d'audit n'est pas aussi bien structurée que dans les multinationales ou dans les grandes entreprises. Et l'auditeur est parfois amené à assumer des responsabilités variées. Okay? En ce moment, vous devez être capable de jongler efficacement entre plusieurs tâches. Hein? Gérer plusieurs projets simultanément. C'est-à-dire, vous avez le PDG là qui met l'auditeur dans tout et n'importe quoi. Vous allez lui dire quoi? Non, je ne peux pas. Soit vous le faites, soit vous ne le faites pas. Et vous en tirez les conséquences. Donc, développer cette capacité à gérer plusieurs projets simultanément. Vous pouvez être en train de mener une mission d'audit et vous dire, bon, va regarder telle chose, ou bien on m'appelle que l'usine est en train de monter et descendre. Comment faire d'abord un saut, tu reviens, ou, voilà. Okay. Donc, gérer plusieurs choses, c'est peut-être aller regarder l'usine et pendant la nuit, continuer avec vos analyses, l'analyse des données que vous aviez collectées pendant l'audit que vous meniez, etc., etc. Multitâche. Okay. Respectez les délais. Parce que si vous ne développez pas cette capacité de multitâche, surtout quand vous êtes auditeur dans les PME, vous n'allez jamais respecter un quelconque délai. Et vous allez vous retrouver à être frustré dans l'entreprise parce que vous vous donnez à fond, vous êtes sur tous les fronts, mais jusque-là, la direction n'est pas satisfaite. Okay? Pour certains, on vous gronde en pleine réunion alors que vous donnez le maximum pour cette entreprise. Et voilà, les conséquences sont très fâcheuses. Donc, il faut développer cette capacité de multitâche et ça peut être un corollaire, n'est-ce pas, de la bonne gestion du temps et de ce que nous venons de voir là, la planification. Okay? Si vous gérez bien votre temps et si vous savez planifier, si vous savez travailler de manière structurée, ça peut être un atout précieux pour la gestion de plusieurs tâches. Il faut savoir maximiser sa productivité dans une entreprise. Parce que beaucoup de personnes sont dans les entreprises et font le service minimum, mais s'attendent quand même à un miracle. Okay? La perception que le management a de toi est déterminante. Donc, si tu fais un service minimum, tu ne sais pas que, bon, tu te dis que personne ne voit, mais ça se voit, même si on ne dit rien. Okay? Donc, tout le monde doit être capable de maximiser sa productivité dans l'entité dans laquelle il travaille. Encore plus les auditeurs. Okay? J'ai dit les auditeurs qui travaillent dans des petites entreprises. Donc, ne venez pas poser des questions que multitâche, ça veut dire quoi si vous êtes dans une grosse multinationale. Bien que cette qualité puisse être également importante, indépendamment de la taille de l'entreprise dans laquelle vous êtes. Donc, nous avons fait le tour des compétences et des qualités que l'auditeur doit posséder, n'est-ce pas, pour surtout les nouveaux auditeurs ou les auditeurs expérimentés qui n'ont pas, ou bien qui ne sont pas satisfaits, n'est-ce pas, de leur carrière d'auditeur ou qui ont des choses à se reprocher à eux-mêmes en termes de maîtrise du métier, les compétences qu'il faut développer, les qualités qu'il faut développer au quotidien, n'est-ce pas, pour une prise de poste efficace ou bien pour une efficacité durable dans la fonction d'audit interne. Je vous l'ai dit, c'est tout ce que j'ai énoncé là, que vous ai présenté, c'est abordé dans le programme de certification
CESIA, qui est une certification de prise de fonction. Donc, je vous ai dit d'entrée que je vais présenter, dérouler des éléments qui vous seront utiles, mais qui sont puisés dans le programme CESIA. Et voilà les 7 chapitres de ce programme CESIA qui se veut être un programme de prise de poste ou prise de fonction en audit interne. Donc, le chapitre 1, c'est les principes de base. Nous avons abordé seulement quelques principes, mais sinon, il y en a encore beaucoup. Le chapitre 2, c'est l'audit interne et la gouvernance par les risques. Donc, le rôle de l'audit dans la maîtrise des risques, dans la bonne gouvernance. Le chapitre 3, c'est l'audit interne et l'efficacité des contrôles internes. Comment l'auditeur doit procéder pour évaluer les systèmes de contrôle interne et les améliorer éventuellement en cas de lacunes, ou bien les améliorer tout court. Okay? Et dans le programme CESIA, au-delà de l'évaluation, on vous apprend comment est-ce que le dispositif de contrôle interne est pensé, est conçu, est implémenté et est maintenu. Donc, c'est une particularité, comme je l'indiquais, qui renforce la capacité de l'auditeur à évaluer le contrôle interne parce qu'il comprend comment ça a été pensé et implémenté. Et ensuite, maintenant, les autres chapitres portent sur les différentes étapes dans la conduite d'une mission d'audit avec les outils et techniques incorporés pour chaque étape, notamment la phase préparatoire de la mission que j'ai appelée planification tout à l'heure, avec l'examen préliminaire, l'analyse des risques, la phase de réalisation de la mission, avec les différents tests, les différentes étapes, la réunion d'ouverture, comment ça se mène, qui doit participer, etc., etc. Les différents tests à faire, la qualité des preuves, les papiers de travail, leur importance. Donc, la réalisation de la mission jusqu'à la phase de finalisation de la mission où les rapports sont élaborés, réunion de clôture, les plans de, comment on appelle, les plans de mise en œuvre des recommandations, le plan, ok. Et la dernière phase qui est la phase de suivi de la mise en œuvre des recommandations. Donc, le CESIA résume les compétences de base que chaque auditeur doit avoir avant d'exécuter sa toute première mission. Et si vous êtes auditeur interne et que vous n'avez pas encore acquis ces compétences, je pense que vous-même, vous devez avoir ressenti les lacunes que vous avez. Peut-être vous avez acheté des documents. Peut-être vous avez déjà élaboré des manuels d'audit qui vous indiquent clairement les différentes étapes. Mais cette certif, c'est une sorte de manuel d'audit qui aboutit à une certification parce que les différentes étapes sont clairement indiquées avec des exemples pratiques. Parce qu'à chaque phase, on prend des exemples, je crois, dans le secteur industriel et le secteur financier avec les banques. Par exemple, quand on prend objectif de la mission, comment définir l'objectif, on vous donne des exemples d'objectifs de mission, plan, qu'on appelle matrice des risques. On vous donne un exemple avec même des outils, c'est-à-dire des templates que vous pouvez prendre et adapter rapidement dans le cadre de vos propres missions d'audit. Prendre et personnaliser, parce que le copier-coller n'est pas souvent très recommandé. Donc voilà pour notre présentation de ce jour. S'il y a des questions, donc vous pouvez me dire dans le chat déjà. S'il y a des questions, vous pouvez les poser dans le chat. Je vais répondre à quelques questions, les premières questions. Et d'autres questions pourront être posées dans le réseau Audit Connect. Je vous ai dit que ce webinaire est organisé à destination des membres du réseau Audit Connect. Donc, si vous ne faites pas partie du réseau et que vous êtes quand même là, sachez que vous êtes entré par infraction. On dit effraction ou infraction. Mais quoi qu'il en soit, le lien pour rejoindre le réseau, si vous êtes un professionnel de l'audit, vous sera donné et vous pouvez rejoindre gratuitement. C'est vrai que depuis quelque temps, on approuve les adhésions. Et à partir de l'année prochaine, on va passer à une autre étape qui est le parrainage. C'est-à-dire pour rejoindre le réseau, il
faut être parrainé par un membre du réseau. Mais vous avez encore la possibilité de rejoindre gratuitement le réseau et sans aucune contrainte tout au long de cette année. Bien entendu, ce sera validé. Donc, vous cliquez sur le lien, vous entrez et vous attendez que les administrateurs approuvent votre demande d'entrer dans le réseau. Et l'approbation, c'est regarder si vous êtes une personne, voilà. En fait, si on peut avoir les infos. C'est pour ça que mettez toujours votre nom véritable. Parce qu'on va aller sur LinkedIn ou sur les réseaux, essayer de voir si, voilà. Parce qu'il y a des plaisantins qui rejoignent des groupes peut-être pour faire leur marketing ou faire des publications parfois obscènes. D'accord, on en a vécu. Donc, voilà pour notre présentation de ce jour. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, posez-les rapidement dans le chat. Je vais prendre 2 ou 3. Mais le reste des questions, vous les posez dans le groupe Audit Connect, comme d'habitude, au terme de nos webinaires. Et on se fera le plaisir de vous répondre. Il y a quelqu'un qui dit pour les domaines de fraude et IT. Mahmoud Younsi, en fait, ta question, c'est quoi concrètement? Parce que voilà, pour les domaines de fraude et IT. Donc, il y a Monsieur Wandi qui dit, je tiens à faire mon témoignage ici pour avoir suivi la formation CCA. D'ailleurs, je suis certifié CCA. C'est une formation vraiment complète qui m'a permis d'appréhender suffisamment les bonnes pratiques de l'audit interne aux débutants. Merci, monsieur, et très belle présentation. Merci, très chers collègues. Et je pense bien qu'il y a, comment on appelle, celle qui s'est certifiée l'autre jour, c'est qui là? J'oublie son nom, hein. Mais je crois qu'elle est également là. Si elle peut également partager peut-être un commentaire avec les autres, ce serait bien. Mes félicitations pour la présentation, ça c'est Rudy. Compétences pour détecter les fraudes. Ah voilà. Bon, on n'a pas parlé de fraude ici de manière spécifique, Mahmoud. Pourquoi? Parce que les risques incluent les risques de fraude. On a parlé des risques de manière générale et générique, mais les problématiques de fraude font partie des risques. C'est vrai que c'est des risques plutôt sensibles pour les entreprises, mais les risques de manière générale incluent les risques. Et dans les certifs que moi j'ai eu la chance de passer, il y a le CFI, Certified Fraud Investigator, que je vous recommande également pour les auditeurs dont le travail en entreprise consiste beaucoup plus à attraper les voleurs, entre guillemets, ou bien ceux qui veulent développer des compétences dans ce domaine-là. Vous pouvez faire le CFE, Certified Fraud Examiner de l'ACFE, ou si vous voulez une certification de prise de fonction également dans le domaine des investigations, ou bien faire une certification qui est beaucoup plus courte et beaucoup plus pratique et directe et rapide, vous faites le Certified Fraud Investigator. C'est la même chose pour le CCA. Hein. Le CCA, c'est une certification qui est rapide, peut-être par opposition à d'autres certifs comme le CIA, qui nécessitent quand même d'investir beaucoup de temps et parfois beaucoup d'argent. Ceux qui sont dans le CIA savent. Donc, on va prendre quelques questions, mais félicitations pour la bonne présentation. Merci. Ma question est de savoir, est-ce qu'il y aura des sessions de formation CCA à venir? Oui, nous avons organisé déjà 3 sessions de formation CCA cette année. Et pour le 2e semestre, je pense qu'il y a encore 3 sessions. Donc, cette année, il y avait dans le plan 6 sessions planifiées pour le CCA. Donc, vous pouvez contacter le service client. J'ai mis le numéro de téléphone quelque part là. Je crois que c'est là. Sur le slide qui est actuellement à l'écran, vous avez le numéro de téléphone du service client de IPE avec l'adresse email. Vous faites un mail ou bien vous appelez ou vous écrivez sur WhatsApp et je pense qu'ils vont se faire un plaisir de vous envoyer la brochure et les dates des prochaines sessions.
Adama Kamara, merci pour la qualité de l'exposé. Le CCA coûte combien? Donc, disons que Adama, tu peux, de toutes les façons, le CCA est de loin moins cher par rapport à des programmes beaucoup plus complets comme le CIA. Le CIA est écrit en 3 parties avec 3 examens et tout ça, et avec les adhésions à l'IA et tout ça. Donc, le CCA est, comme vous l'avez dit, vu son programme est beaucoup plus court, même si le manuel a plus de 200 pages quand même. Hein. C'est plus de 250, 260 quelque chose de pages. Mais c'est focalisé sur l'acquisition des compétences de base pour la prise de poste en audit interne. Donc, je crois que le coût actuel du CCA, c'est le coût complet. Bon, il préfère ne pas donner les coûts ici. Vous pouvez contacter le service client. Voilà le numéro de téléphone. Et ils vont vous envoyer la brochure. La brochure est vraiment détaillée. Parce que les cours sont organisés en rubriques. Il y a la formation, la documentation et la candidature et l'examen, je crois. Je crois qu'il y a 4 rubriques. Donc, si vous donne le montant global, vous n'allez pas véritablement comprendre. Donc, la brochure, on vous envoie la brochure et vous allez donc découvrir tous ces cours. Je pense bien, attendez un instant, je peux vous envoyer même la brochure maintenant dans le chat. Est-ce qu'il y a un moyen d'adjoindre? Bon. Est-ce qu'on peut mettre les fichiers ici? Je ne vois pas le moyen de mettre le fichier. Donc, écrivez même sur WhatsApp à ce numéro-là et vous aurez les cours. Je souhaiterais avec votre concours une formation de cette nature sur les risques, allant du processus de gestion des risques aux réponses apportées aux risques. Oui, il y a au-delà de la formation ISO 31000 que nous animons ici, ISO 31000 Risk Manager, en partenariat avec PECB, qui vous donne la méthodologie de gestion des risques d'entreprise selon la norme ISO. Vous avez également des certifications de prise de fonction en risk management, en tant que risk manager. Et c'est le CRMS, Certified Risk Management Specialist. Donc, il y a beaucoup de formations de prise de fonction, notamment dans la gestion des risques avec le CRMS. Et maintenant, si vous êtes dans le secteur bancaire, il y a le Certified Financial Risk Manager pour les risques spécifiques dans le domaine bancaire. Je pense bien qu'il y a une session qui est prévue pour le mois de septembre pour ceux qui souhaitent obtenir cette certification en gestion des risques bancaires. Quoi qu'il en soit, les auditeurs, comme je l'ai dit, doivent être des experts, entre guillemets, dans 3 domaines. La gouvernance, la gestion des risques et le contrôle interne. Parce que les missions d'audit, pour créer vraiment de la valeur ajoutée, doivent mettre l'accent sur ces 3 domaines. Et les normes d'audit même le précisent à suffisance. Bonjour, merci pour la présentation. Quel est le coût de la formation? L'examen CCA est-il par l'IA? Non. L'examen, la certification par l'IA, c'est le CIA. Donc, nous accompagnons également les candidats depuis presque 15 ans dans la préparation du CIA. L'examen CCA est de GECB, certification de prise de poste. Donc, si vous voulez plutôt faire le CIA, qui est beaucoup plus vaste, étendu, vous pouvez demander au service client de vous envoyer la brochure du CIA. Je vous propose d'envoyer la brochure dans le groupe WhatsApp. Oui, Rudy. Donc, je vais l'envoyer dans le groupe WhatsApp Audit Connect. Merci d'écrire. À la fin du séminaire, d'abord, on demande souvent aux gens de donner leur comment est-ce qu'ils ont trouvé le webinaire. C'est vrai que vous écrivez dans le chat ici, mais dans le groupe Audit Connect, ça permet de mobiliser les auditeurs qui n'ont pas eu le temps. J'aime quand les gens regrettent aussi de n'avoir pas pu participer. Ça les pousse également à prendre des mesures la prochaine fois, s'ils le peuvent, pour être des nôtres. Donc, faites les commentaires, ce que vous dites là, vous appréciez le webinaire. Vraiment, faites les commentaires dans le groupe Audit Connect sur WhatsApp et sur Telegram pour que les autres soient également mobilisés.
Je vous propose, oui, on a Ernest Carré, Monsieur Carré, qui dit bonjour Eric et bravo pour la persévérance dans l'amélioration continue des activités de IPE. Merci beaucoup grand frère, ça me touche énormément et c'est un honneur de savoir que tu es connecté et que tu nous suis de très près. Je suis intéressé par la certification de manager de l'audit interne. Oui, je vais me faire le devoir. Tu es dans le groupe Audit Connect, je pense bien, mais j'ai ton numéro. Je vais me faire le devoir personnellement de t'envoyer les brochures y relatives. OK, merci beaucoup, Monsieur Carré, et merci à tout le monde. Hein. J'ai dit 5 questions, mais j'en ai déjà pris beaucoup. Donc, on va se limiter là. On se retrouve dans le groupe WhatsApp et il y a des webinaires qui sont prévus pour les semaines à venir. Moi-même, j'en anime pas mal, mais il y a d'autres consultants qui animent des webinaires. Les plus récents, c'est des webinaires dans le domaine de la conformité bancaire, notamment, avec l'un de nos consultants qui a accepté d'animer gratuitement, hein, parce que, bon, c'est dans le cadre de la RSE, on va dire de IPE, le réseau Audit Connect, donc d'animer gratuitement pour aider les professionnels de l'audit à l'échelle du continent. Donc, on a cette personne, et vous aussi, hein, si vous avez une compétence particulière, surtout si elle est alignée sur les bonnes pratiques, à partager avec les plus jeunes ou même les expérimentés qui ont des pratiques qui ne sont pas forcément conformes à ce qui devrait être. N'hésitez pas à écrire, à nous écrire hein, dans Audit Connect pour solliciter l'animation d'un webinaire. Merci à tous et à bientôt.